Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Nous allons commencer cette prétendue table ronde qui, comme vous le voyez, est le côté d'une table rectangulaire. Mais la tradition est d'appeler ça une table ronde, de même que nous appelons notre salon bleu, où il n'y a pas de bleu du tout. Je vais vous présenter les collègues qui ont bien voulu participer à cette table ronde et dont certains sont venus spécialement de l'étranger pour cela. Mais avant, vous me permettrez de faire un petit cocorico. Nous sommes dans un établissement qui, le premier en France, bien qu'il s'appelle Collège de France, a eu le sentiment qu'il appartenait à une communauté mondiale. D'abord parce que vous savez qu'Erasme, qui n'était pas français, a joué un rôle important dans sa création. Vous savez qu'au XIXe siècle, on a accueilli un certain nombre d'émigrés, mais à une époque récente, nous avons été le premier établissement à donner une chaire à Einstein, qui ne l'a pas accepté. Mais enfin, nous avions fait le nécessaire, enfin nos prédécesseurs avaient fait le nécessaire, y compris obtenu un décret très difficile à obtenir permettant de donner une chaire d'un établissement supérieur français à un étranger. Nous avons été le premier établissement supérieur français à recruter un professeur étranger de nationalité allemande, puis un second de nationalité belge, et nous continuons. Vous en avez entendu un certain nombre ici, à qui nous n'avons pas demandé de changer de passeport. De la même façon, nous accueillons chaque année environ 25 professeurs étrangers, plus des conférenciers, qui sont un élément extrêmement important de notre enseignement. Et depuis quelques années, sur nos chaires tournantes, nous accueillons des professeurs étrangers qui restent ici un an, qui peuvent être de nationalité française, qui sont le plus souvent de nationalité étrangère et que nous considérons exactement comme à l'égal de nos collègues français titulaires, que nous sommes heureux de revoir et qui apparemment sont également heureux de revenir au collège, puisqu'il y en a ici deux d'entre eux, et qu'un troisième a beaucoup aidé à l'évaluation du Collège de France. Non pas une évaluation frauduleuse, mais une évaluation certaine. Donc, cette table ronde qui va examiner les effets de la mondialisation dans le monde et qui va être dirigée par mon collègue Kurilski, qui a bien voulu accepter cette tâche. Cette table ronde réunit donc de gauche à droite notre collègue Sabouré, qui a très longtemps vécu au Japon, où il faisait ses recherches, et qui, depuis son retour en France, dirige le réseau Asie du CNRS, qui regroupe tous les chercheurs en sciences humaines travaillant sur l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée, et qui a donc, de par ses fonctions antérieures, quand il représentait le CNRS à Tokyo, et de ses fonctions actuelles, une connaissance excellente du monde de la recherche japonais, non seulement dans les sciences humaines, mais dans son organisation. À sa gauche, nous avons M. Zerouni, qui est professeur au Collège de France cette année et qui a dirigé le service américain qu'on appelle National Health Institutions,
et qui est encore aujourd'hui l'un des conseillers du président des États-Unis et qui va donner cette année une série de cours au Collège de France. C'est sa première initiation à la salle où il donnera bientôt sa leçon inaugurale. Mon collègue Kurilski, vous l'avez entendu ce matin. À ma droite, M. Leibfried, que je voudrais remercier beaucoup parce qu'il a accepté de remplacer au pied levé notre collègue Ganten, qui dirige un grand service de médecine à la Charité à Berlin, qui était membre du comité d'évaluation du Collège de France, qui est venu ici comme professeur associé, qui connaissait bien la maison et qui était heureux de participer à ce colloque, mais qui a dû partir brusquement à Moscou pour conseiller le président Medvedev, qui veut faire un grand centre de recherche en Russie. M. Leibfried a bien voulu prendre sa place. C'est un spécialiste de l'évaluation, non pas des chercheurs, mais en tout cas de ce qu'on appelle la grande initiative scientifique allemande, qui a complètement révolutionné depuis 3 ou 4 ans le paysage universitaire allemand. Et à côté de M. Leibfried, vous avez M. Welz, qui, lui, a essayé de révolutionner le paysage universitaire parisien et dont les idées ont inspiré, je ne sais pas jusqu'à quel point, un certain nombre de projets de restructuration en cours auxquels le Collège de France participe encore. Ensuite, nous avons parlé des pays émergents, nous avons parlé de la Chine, nous allons peut-être parler du Japon. Nous avons demandé à notre collègue Palis, qui est également membre du comité d'évaluation du Collège de France, mais qui est brésilien, un de ces pays émergents, de nous parler de ce qui se passe dans ce pays. Et le but de la table ronde, c'est de voir comment, dans les divers pays, les chercheurs de haut niveau réagissent aux bouleversements en cours et quel rôle les organisations gouvernementales jouent dans ces changements pour les accentuer ou pour les retarder. Alors, je donne la parole à mon collègue Kurilski. Un certain nombre de participants à cette table ronde répondront en anglais, mais les questions seront posées en français. Voilà, si tu veux leur donner 2 minutes. Bien, d'abord, merci à tous les participants. Le paradoxe de la mondialisation, c'est que, bien sûr, elle est différente dans tous les pays. Et donc, l'ensemble des représentants de différents pays rassemblés autour de cette table auront la tâche d'essayer de nous donner comment ils perçoivent la mondialisation et les problèmes les plus importants qu'elle soulève avec le prisme ou les lunettes qu'ils portent dans leur propre pays. Je pense que nous avons, avec Gérard Fussman, élaboré une série de questions, mais moi j'aurais envie, pour commencer, de demander à chacun d'entre vous, en quelques minutes, de dire quelles sont, à ses yeux, les 2-3 questions les plus importantes, de façon à ce que nous vérifions si notre jeu de questions est à peu près complet et cohérent, et s'il n'en manque pas de vraiment importantes dans ce qui a été articulé sur le papier. Et donc, si vous voulez bien vous livrer à cet exercice, encore une fois, il ne s'agit pas à ce stade de donner des réponses, il s'agit de poser des questions. Donc, quelles sont les questions les plus pressantes que vous vous posez ? 2 ou 3, pas plus, et cela donnera déjà une tonalité à notre entretien. Je propose de démarrer peut-être par la droite, si M. Palis en est d'accord, et si vous acceptez, M. Palis, de nous dire comment vous voyez la mondialisation de la recherche dans votre pays
et quelles sont les questions surtout les plus importantes qui se posent. En quelques minutes, s'il vous plaît, l'idée est que cette table ronde soit vraiment interactive, qu'il y ait des questions, qu'il y ait des réponses et qu'il y ait du mouvement, et pas une série d'exposés formels de chacun d'entre vous. Donc quelques minutes, si vous voulez bien, pour nous livrer l'essentiel de vos interrogations. Vous commencez à gauche par... Ah ben j'avais commencé à droite, pardon. Donc par Monsieur Pallis. Une chance sur deux. So I have asked Professor Fusman to speak in English. I feel slightly better to take part on this round table speaking in English. Well, but first of all, I want to recognize that I owe much to Collège de France. I have been coming here for the last 15 years or so, frequently. In fact, my best international cooperation is with the mathematicians from Collège de France, especially Professor Yokos. And so I'm very happy to be here. By the way, let me start with that. I think the international cooperation, that's part of the program, between Brazil and France is very, very strong. We have long-standing cultural ties with France. It's been something like 2 centuries since we came to life when we got our independence from Portugal. And particularly in mathematics, we have a special program of interchange that has resulted in a remarkable number of more than 250 joint papers that have appeared or have been accepted to appear in outstanding international journals in the last 7 years. It's probably one of the strongest, if not the strongest result in this cooperation. Well, in terms of what's happening in my country, I want to say that we have been very proactive, the Brazilian Academy of Science and our AAAS. We are together in promoting with the politicians science and technology in Brazil for a number of decades, and more successfully, more recently. So the state, or the government of Brazil, it acts in a very coherent way these days, and otherwise we are there to criticize and make the point. I would like to say that the 2 candidates to be president of Brazil are visiting the Brazilian Academy of Sciences while the decision of this second round for presidency will take place in 3 weeks. And so that's a good sign that they are taking into account our proposal of policy for science and technology at the level of the state, not of government. The population of the country is about 190 million. The gross national product, it's about 1.3 milliard euros, or trillion of euros. The country is the 8th world economy, and the growth expected for 2010 is anything between
7.5 and 8%. Now, the improvement in science and technology in the country, it's quite impressive in recent years. We have formed 11,500 PhD per year. The investment at the present is 1.3, 1.4 of the GNP. And we had, in the last 6 years or so, 8 years, substantial improvement in the average citation of our publications with respect to the world average citation. The best results are in engineering, physics, and mathematics. All the areas are improving, but of course in biology and medical science and so on, the world competition is very, very strong, and so good improvement is going there too. But anyhow, mathematics is about the average in the world, and physics very close, and engineering not also very close. Now, in terms of production, Brazil is about the 13th or 12th more productive in terms of number of papers. Our salaries are quite reasonable these days. I would say it goes from 3,000 to 6,000 euros a month, roughly speaking. We have good examples of the state really inducing science connected to the industry. That's the case of Petrobras. We heard today here from Professor Lepichon. In fact, Petrobras is a state oil company, but is independent, well, rather independent from the government, and it has been investing in, science in universities and research institutes for the last 20 years. So it's now really getting the results of this investment. And also, we became the second largest export in agricultural product, and that is due, again, to a wonderful company called Embrapa. Okay, we are very much connected to the world, and especially we try to be very positive with respect to countries in Latin America, especially South America, and also Africa. I want to, just concluding, say that we have a strong cooperation with India, and I like it very much to hear this morning. The same is true between France and India. Thank you. Thank you very much. Monsieur Welz, pardon. Si vous pouvez surtout articuler les questions. Oui, je vais suivre vos instructions, Monsieur le Président. Je vais articuler 2-3 questions. Je voudrais simplement corriger un peu la présentation qui a été faite. Je suis inconscient, mais pas au point de vouloir révolutionner le système universitaire parisien. Ça, je pense que c'est une... Non, beaucoup plus modestement, j'ai dirigé une école d'ingénieurs et j'ai présidé également un groupement d'écoles d'ingénieurs qui s'appelle ParisTech. Donc je me suis beaucoup battu effectivement pour restructurer le monde des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles d'ingénieurs, et je suis également un militant du rapprochement entre les universités et les grandes écoles. Donc ça fait partie d'ailleurs des sujets que j'aimerais qu'on pose, mais peut-être pas sous une forme trop franco-française. Alors, puisque vous m'avez interrogé sur les questions, je crois j'en ai une première qui est sur...
on constate maintenant depuis un certain nombre d'années, en gros depuis l'apparition du classement de Shanghai, une sorte de course à la taille. On dit la taille est très importante. On a découvert ça en France, la visibilité internationale, la taille. Donc c'est ma première question. Est-ce que does size really matter? Voilà. Est-ce que vraiment c'est un sujet pertinent? Deuxième sujet qui est lié au premier, mais qui est un peu différent. Deuxième sujet, c'est la question comment est-ce qu'on règle dans un monde où les forces ont tendance à se concentrer considérablement au niveau national et au niveau international, où est-ce qu'on va quant à la relation entre disons l'élite, l'excellence et le grand nombre. Voilà. Est-ce qu'il faut répartir? Est-ce qu'il faut au contraire concentrer? Et dans tous les cas, comment on organise la relation entre ces deux pôles, le pôle, disons, du grand nombre et le pôle de l'excellence. La troisième question, c'est nous sommes passés en France comme dans beaucoup de pays du monde à un pilotage qui se fait essentiellement par projet, et même je dirais par projet institutionnel aujourd'hui, avec cette nouveauté de mettre au concours des réformes institutionnelles et pas simplement des projets de recherche. Ma question est simple, c'est est-ce que ça peut produire de l'innovation ou est-ce que ça produit simplement des effets de packaging, d'emballage, de choses qu'on avait déjà? Est-ce que ça va dans le sens de l'innovation ou non? Et puis ma dernière question, ça en fait 4 si j'ai bien compté, c'est quid de la place des jeunes, des étudiants et des politiques de ressources humaines en matière de jeunes chercheurs dans tout cela. Merci beaucoup. Mr. Liebreed, would you like to articulate a few questions? I'm sure you will succeed. Thanks a lot for inviting me. I was never at the Collège de France, so I don't have his advantage. And the photos you see in the back are from a German volume on the Excellence Initiative, and in between the chapters there are caricatures about the event, mostly foreign caricatures. German caricatures weren't too many. They were all about federalism, the German ones. Let me first give you half a minute of an outline so you know what I'm talking about, and then I go into your 3 questions and add another 3 points which may come up in the discussion. The Excellence Initiative in Germany has the following 5 characteristics. It spends $1,800 million in 5 years on excellence. That is about the yearly budget of Stanford University. So you can already see by the sum that it is more or less whipped cream. It does not affect the base of German university and research system. It does so in 3 lines. It aims at whole universities, which is called the 3rd funding line. It aims at clusters of disciplines having innovative themes, i.e. interdisciplinary clusters of disciplines, of which there are about 30 funded of the universities as such. The first thing I mentioned there are about 9 funded. And it aims at graduate schools, graduate programs, of which there are about 50 funded. Don't take the numbers too seriously, it may be 53. I had to make this up by memory. Now the main thing which is very important for your size question is they are all institutionally oriented, i.e. at the excellence of an individual university. If your university, like the LMU in Munich, has 800 professors, you can do much more than if your university, say like Bremen, has 230. Especially when you are asked to do clusters of many disciplines. So in physics in Bremen there is 4 people, in Munich there is 16 or 20. So size matters, and you will see if you look at those 9 universities who won the first prizes, they all tend to be either big or very specialized technical universities, which is basically big in their field and not in other fields.
They are all interdisciplinary. I all said this, and there's two phases. One is running out now. It started in 2006, goes to 2012. The next phase is starting now, 2012 to 2017. And you have to prolong if you were funded, and you will be evaluated again if you are funded. So it's a time-limited thing. Okay, what are the questions which are most interesting? I think the first question which is most interesting is the effect on the university system as a disciplinary system as a whole, because there is no statistics and there is no evaluation technique oriented at finding out which disciplines as a whole get privileged and which disciplines don't get privileged. Like, for example, Egypt studies, Byzantine studies, or God knows what. There's all sorts of what we call Orchideenfächer, or I don't know, orchid subjects, which may fall down the drain or may not. They may even bloom and blossom because they are included in a cluster, but if they were included in a cluster, they will bloom only in one place and nowhere else. And I think the effect on disciplines on the whole is not looked at and will not be looked at, but will be important. Total impact. Second effect is differentiation, which I find you should look at. I think we are witnessing a process of where a university system that was more or less equal. I mean, certain faculties were always better here and not so good there, but you could, let's say, if you took the first 30 universities, you would, and if you were indifferent to subjects, you would always find a good subject to study in one of these universities. But I think what it runs up to is that we will end up with, say, 5 to 8 so-called elite universities, maybe some 20 or so teaching universities which do have research but are not really research universities. The first 8 are research universities. And then you'll have a lot of other universities which are de facto colleges in the US sense, where research is written smaller, is done on the side. So the 90 universities you have now will then have a 3-tiered structure in the end. I call this differentiation. I think the next thing which is important is, I think there is an impossibility to evaluate this. The impossibility results from several factors. The first main factor is it is package financing. If you evaluate a whole, for the third funding line where 9 universities get X million for X years, you have to evaluate a whole university. It is much easier to evaluate one theme, but there you evaluate 2,000 themes plus an institutional structure, and the discretionary element is so strong that the reputational factors are likely to dominate everything else. And even if, I mean, it is very hard to decide to get a rational system there that has science criteria in the base. And even clusters where we have 30 from and which are more disciplinary, they are usually a big batch of several disciplines cooperating, many of them having cooperated for the first time. Many of them are now in their 4th year and haven't yet really shown much. And they will argue you can't in 4 years. So you're basically going to evaluate them on the resume of the people doing it. So is that really a proper evaluation? Okay, maybe in year 9 or 10 you can do it better, but I think you will always have a problem there again, because it is not one subject, one theme, where you can say, okay, you were innovative or you weren't innovative, but it is one super theme with 20 sub-themes, and it sort of falls apart in terms of strict evaluations. So you always fall back on discretionary criteria. Next subject, those were my first 3, which I think are important. Overall, total effects on the system of disciplines, differentiation into university leagues, the impossibility to evaluate these things. The 3 subtopics which I think you may not be interested in or might be is the impact of federalism on university structure and science funding, because this is our German theme, not your French theme. But it is very strong, this impact, and very peculiar. The second theme that you might be interested in is, let's call it science politics. Who decides, science or politics?
Okay, and then there are side routes to this and bypasses, de facto decisions. For example, if you find out that of the 30 clusters, 28 are next to Max Planck institutes, then you basically know who decides. By patterning, you know who decides. So if you don't have a Max Planck Institute, you might just as well not apply. Third problem, size matters. I think this is a peculiar German problem because you could aim an excellence initiative at coalitions of disciplines across Germany who say we are going to be best in this and that area. Or you can say I aim it at one single university and one or two departments who have a coalition for a cluster. And we are doing the second, which actually is a privilege to bigger universities, which now leads to a compensatory program for smaller universities. But this is not, it's not the idea to have compensatory programs. It's sort of a secondary politicization of the wrong decision in the first place. Okay, those are my three main and my three sub-themes. Thank you very much. Elias Zerrouni, please. Elias, pardon. Merci et merci de m'avoir invité. Je suis très content d'abord de venir dans cet amphithéâtre pour la première fois. Et puis deuxièmement, je suis encore plus content parce que je sais que c'est Jean-François qui parle après moi, donc moi j'ai déjà plus rien à dire. Et donc lui il aura une tâche encore plus difficile parce que beaucoup des sujets que mes collègues ont suggérés sont effectivement les sujets, les questions dont tu nous avais posé la question. Donc je vais essayer de ne pas dupliquer les points, mais d'amener peut-être certains points qui n'ont pas été discutés. Donc, l'histoire de taille est une question importante. Elle est importante dans la mesure où la science a changé. La science et la technologie, l'innovation ont des dimensions différentes de ce qu'elles avaient il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Donc, quand on dit taille, il faut surtout ne pas penser qu'il y a une taille optimale. Elle n'est pas optimale, il n'y a pas de taille optimale, il y a plusieurs tailles nécessaires pour certaines sciences et certaines directions. Ça, c'est le premier problème. Quelle est la relation? En fait, historiquement, l'université a été l'intégrateur et l'incubateur des élites, enfin de la capacité humaine d'adresser les problèmes scientifiques. Et du point de vue institutionnel, la raison pour laquelle les universités sont devenues très importantes du point de vue recherche, c'est qu'elles ont une durée dans le temps qui est remarquable. J'aime bien faire remarquer, par exemple, le fait que si je vous posais la question... si vous preniez en 1900 les gouvernements de la Terre, de la planète, et je vous posais la question, quels sont les gouvernements qui sont restés intacts, qui n'ont pas changé depuis 1900? La réponse, il y a deux gouvernements où la Constitution n'a pas changé, c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne. Si je vous posais la même question, je dis, vous prenez les 100 universités en l'année 1500. Le collège, je crois que c'était 1536, c'est ça? Bon, 1500, puis je vous pose la question, de ces 100 universités qui étaient là en 1500, combien sont encore existantes et opérantes aujourd'hui? Et le résultat, c'est 75. Donc, les universités battent les gouvernements 75 à 2. Et donc, il y a quand même une force institutionnelle dans l'université qui fait que tous les classements internationaux tendent à se concentrer là-dessus, parce que l'université, quand même, c'est là où il y a le creuset. Et donc, quelle est vraiment la vision d'une université de recherche? Ça n'a pas été toujours le cas. Et les choix qu'on fait dans un pays ou un autre sont très importants. L'Union soviétique avait choisi un modèle différent. Elle avait choisi le modèle de l'académie. L'Académie des sciences, avec des ressources, des instituts, pas d'université. Par contre, aujourd'hui, je crois que le fait qu'on ait besoin d'une taille, d'un cluster, d'ailleurs on a utilisé le mot cluster, quel est le rôle de ces clusters? C'est la question centrale. Et donc, ce capital humain, comment on arrive à générer la synergie du capital humain dont on a besoin? C'est la question numéro 1. Et dans quel cadre institutionnel? C'est en fait une des plus grandes questions que tous les gouvernements se posent. La deuxième question que je voudrais soulever, c'est qu'il y a une confusion grandissante entre politique industrielle et politique scientifique dans le monde. Il y a de plus en plus de gouvernants et de politiciens et d'économistes qui utilisent la science comme instrument de politique industrielle. On veut être compétitif, et vous l'avez entendu. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne direction?
Il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire que maintenant, il y a une tendance à considérer la science, l'engineering, la technologie, l'innovation comme un instrument de la politique industrielle et non pas comme une fin en soi. Or, cet instrument-là, à terme, va s'essouffler s'il n'y a pas d'idées nouvelles. Donc, je pense que ça, c'est une question à discuter parce que souvent, les gouvernements prennent des décisions en fonction justement d'une compétition. Pour moi, la politique industrielle est effectivement une question de compétition. La politique scientifique est non compétitive. C'est un héritage de l'humanité. Ce n'est pas la même chose. Et je trouve qu'on mélange les deux. Et on ne devrait pas mélanger les deux. La troisième question, c'est que la science est devenue, bien sûr, plus complexe. Et les problèmes centraux de la science actuelle sont des problèmes de complexité. Par exemple, si je vous disais, est-ce qu'on comprend les systèmes biologiques? La réponse est non. Est-ce qu'on comprend les éléments à l'échelle réductionniste des systèmes biologiques? La réponse est oui. On les comprend de mieux en mieux. On sait que c'est l'ADN, c'est l'ARN, le système immunitaire. On comprend les éléments, mais on ne comprend pas la complexité du système. C'est la même chose en écologie. Est-ce qu'on comprend le rôle du CO2 dans un environnement expérimental? Oui. Est-ce que le comprend à l'échelle complexe du système planétaire? Ça nous a pris 30 ans pour arriver à un consensus. La même chose est vraie en économie, la même chose est vraie en sciences sociales. Donc il y a quand même une transition fondamentale, et on doit se poser la question. Et on est en train de passer d'une transition réductionniste de la science à une transition intégrationniste de toutes les connaissances réductionnistes. Comment on gère ce problème? C'est un vrai problème central d'organisation. Parce que quand on veut régler des problèmes de complexité, on a besoin d'avoir une approche interdisciplinaire et une diversité d'approches. Or, une approche interdisciplinaire demande un cluster où on a accès, non seulement dans son cluster, mais à travers les collaborations nationales et internationales, on a accès aux disciplines et aux gens, au capital humain dont on a besoin pour réaliser une avancée scientifique qui est plus complexe qu'avant. Mais ça, c'est différent de la recherche fondamentale, si vous voulez, à l'échelle réductionniste. On doit favoriser l'auto-assemblage de ces équipes interdisciplinaires, mais on ne doit pas le dicter dans le cadre d'une politique industrielle. On peut le faire. C'est-à-dire que, mais il faut appeler un canard un canard, ou un lion, c'est pas le canard. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est une question, Philippe, que je voudrais poser. Quelle est la différence entre une décision de haut en bas, de dire on a besoin d'être fort dans l'énergie solaire, on va faire une industrie énergie solaire, on va faire de la recherche et on va mettre les équipes ensemble? Ça, c'est de la politique industrielle, c'est de la politique de sciences appliquées qui est différente, et on doit différencier de la politique de recherche de base fondamentale qui a pour but de changer notre héritage de connaissances. Donc ça, c'est une question que je trouve importante, et l'architecture dans laquelle on fait ça, c'est en fait la grande question. Plus on centralise, plus on a des buts précis, donc plus on est appliqué, et plus on est en politique industrielle. Plus on permet la liberté du scientifique, l'auto-assemblage libre, la distribution plutôt que la concentration, plus on permet la créativité. Donc, où est la balance? En fait, c'est l'équilibre des deux qui est... Ensuite, il y a la dernière question que je voudrais poser, c'est le rapport société-science. Et cette question-là est très, très importante, parce que je pense qu'on l'ignore dans les milieux scientifiques, on tend à ignorer un peu ce phénomène. Je l'ignorais moi-même, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un élément fondamental de tout ce qui est allocation de ressources, évaluation des ressources, qui va être de plus en plus modifié par la perception du public vis-à-vis de la science. Et je crois qu'on a vécu une période assez remarquable. C'est une période, c'est love story, entre la science et la société, surtout la société, l'Europe, les États-Unis. Il y avait une love story, une histoire d'amour avec la science, qui a commencé dans les années 20, 30, les grandes découvertes, les vaccins, Pasteur. La science peut tout régler. Et puis c'est comme une histoire d'amour. Après un certain temps, l'engouement passe, et puis on voit les défauts des uns des autres. Et puis maintenant, on est en train de se dire, on passe dans une phase mature. Alors que je pense que la love story est en train de commencer dans d'autres pays, en Chine, en Inde. Et vraiment, il y a quand même un problème important. Je le vois dans mon domaine.
l'acceptance ou la non-acceptance des vaccins, avec une notion de risque et d'éthique qui est vraiment pas réglée. Un peu l'arrogance des scientifiques vis-à-vis du public, la non-communication. Et tout ça va influer, je pense, et c'est une question que je voulais ajouter à ton inventaire. Merci beaucoup. Monsieur Sabouret. Je vous remercie. Écoutez, comme dans certains jeux, il y a un jeu qui a pour nom « Chercher l'intrus ». Donc les personnes qui parlent jusqu'ici sont les personnes qui vivent dans le pays depuis très très longtemps. Moi, j'y ai vécu, mais je suis rentré en 96, ça fait déjà quelques temps. Je m'occupais du CNRS, le bureau du CNRS, mais ça ne donne pas autorisation pour pouvoir parler de l'ensemble de la science japonaise. Je me garderai bien de faire cela. Pour travailler, pour répondre, j'ai fait appel à quelques amis et collègues japonais, dont certains sont présents ici, et donc essayer d'y voir un peu clair. Pour faire émerger la perplexité et les questions dans lesquelles se trouve le gouvernement japonais actuellement, ce qui émerge, c'est dans ce pays, puisque Elias en parlait à l'instant, toute cette différence entre la politique industrielle et la politique scientifique, ce qui émerge dans ce pays, mais comment faire autrement? Quelque part, je suis un peu japonais, c'est la politique industrielle, ce sont les applications, ce sont les développements. Et donc, il y a une omniprésence, une hypertrophie, diront certains, de la R&D au Japon. Et on a envie de dire, à certaines époques, ce qui est bon pour les entreprises et la R&D des entreprises est bon pour le Japon. Et quelque part, il y a des incompréhensions qui s'estompent, et on va savoir pourquoi tout à l'heure, on en parlera, qui s'estompent entre le Japon universitaire et le Japon des industries. Mais les industries ont toujours une méfiance à l'égard du monde universitaire parce qu'ils sont sur des sujets qui ne les intéressent pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est développer le plus rapidement possible des produits. Et donc, ce qu'on appelle la recherche fondamentale, il y a des incompréhensions entre Français et Japonais quand ils discutent, notamment quand il y a des personnes d'entreprise. La recherche fondamentale, c'est à l'horizon 8 ans, 10 ans, mais il faudrait quand même qu'il en sorte quelque chose de la recherche. Or, c'est quelque chose d'important. Ce qui se passe depuis quelques années, enfin quand même 20 ans, mais ça monte en puissance, c'est la présence grandissante et angoissante pour le Japon du voisin, du colosse chinois à côté, dont le PNB vient de doubler celui du Japon, dont le budget militaire, parce qu'on y fait de la recherche aussi, est le second budget militaire au monde, ça c'est quand même quelque chose d'important, et dont le budget de la recherche par rapport à celui des États-Unis que l'on prend comme modèle, le budget de la recherche globale du Japon, entreprises et universités, ça représente 37% du budget américain, mais les Chinois sont pas loin derrière avec 30% du budget. Donc dans quelques années, les Chinois auront un budget supérieur à celui du Japon. Et donc le Japon, d'angoisser quelque part, puisqu'ils ont eu, si j'ose dire, des bonnes nouvelles. Ça peut paraître cynique, et je pense à Bertolt Brecht, vous ne me dégoûterez pas de la guerre. Après avoir été battu à la guerre par les Américains, ce pays était exsangue en 1945. Pas tout à fait, puisqu'ils avaient préservé dans la guerre leurs ingénieurs. On avait davantage envoyé des littéraires, si j'ose dire, mourir. C'est une chose qui est tue, mais qui est vraie quelque part. Donc ce Japon s'est relevé en grande partie, grâce à la guerre de Corée, puis la guerre du Vietnam. Ils ont servi de base arrière pour des produits américains, et ça a permis un boom extraordinaire. Ils ont pu ainsi, il y a eu les 30 glorieuses, comme si on veut parler dans le langage français, mais ils ont pu absorber le premier choc pétrolier, le deuxième choc pétrolier, avec à chaque fois en lançant des nouveaux produits. C'est pourquoi dans l'esprit japonais, bien c'est produire des choses, produire des objets. Et si on veut être sincère avec eux, quand on discute avec eux, ils vous disent mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Dans ce pays, il y a dans le sous-sol des séismes et dans le ciel il y a des typhons. Donc il faut bien qu'on fasse quelque chose et on n'a pas de manne pétrolière, rien d'autre. Donc il faut produire, inventer, développer. Et ces produits,
vous en êtes les premiers clients, les premiers acheteurs, puisque vous appartenez comme moi à la race universelle des consommateurs. Maintenant, il se pose un problème important, qui est que les Chinois, il y avait en partie cette culpabilité de la part du Japon à l'égard des Chinois, c'est-à-dire que le Japon a mis la main quelque part sur la culture mère, qui est la culture chinoise, et donc quand la Chine, pardonnez-moi, s'est ouverte au monde, avec la politique de Deng Xiaoping, qui suivait en cela les recommandations de Chou Enlai, donc le Japon est venu donner quelque part les moyens à la Chine de se développer. Ça, on ne le sait pas suffisamment non plus. Le Japon a joué un rôle très important. Quelque part, on pensait donner des objets à faible valeur ajoutée à la Chine, et les Japonais voulaient se garder les objets à forte valeur ajoutée. Malheureusement, les Chinois, qui ont pour modèle les Japonais, ça date depuis longtemps, Sun Yat-sen est venu étudier au Japon, les Chinois, comme les Coréens d'ailleurs, comme les Taïwanais, ils ont fait comme le Japon. Ce qui fait que dans le rétroviseur, si je puis permettre d'employer cette expression, dans le rétroviseur des Japonais, les Chinois sont pas loin. Donc, à la fois pour les objets courants, les Chinois, forcément, le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus bas, sont là. Les recherches de pointe, les Chinois sont là ou très très près. Qu'est-ce qu'on fait? Donc le Japon est dans une grande perplexité. D'autant plus que la stagnation économique depuis l'éclatement de la bulle financière, la bulle foncière du Japon depuis les années 90, fait que les budgets sont stagnants ou même faiblissent. Et les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules. Le parti qui vient de gagner les élections, enfin il y a un an, le Minchoto, qu'on présente comme un parti de gauche, a décidé de coupes franches dans les budgets pour pouvoir honorer ses promesses de campagne. Et une chose qu'on n'avait jamais vue et qu'on pensait totalement impossible, impensable, c'est que le gouvernement réduise les budgets des données accordées aux universités de recherche. 10% par an pendant 3 ans, c'est énorme. Donc là, j'ai préparé quelque chose que je vous lirai peut-être si ça vous intéresse, mais les grandes universités japonaises sont en danger. Donc on ne peut pas, d'un côté, parler du classement de Shanghai. L'université de Tokyo et de Kyoto sont avant les 2 premières universités françaises, mais s'il y a moins d'argent, il y aura moins de compétition. Et donc là, les Japonais doivent trouver quelque chose. Il faut se tourner vers l'international, mais la crise économique fait qu'il y a de moins en moins de jeunes Japonais qui vont à l'étranger étudier, faire des PhD, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Que faire? À la fois, les entreprises japonaises que sont les universités, il y en a 773 au Japon, les entreprises japonaises universitaires veulent accueillir des Chinois pour les former, et ça leur apporte de l'argent, mais en même temps, ces Chinois, une fois formés, retournent chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font chez eux? Ils font de la science quand ils sont chercheurs. Donc tout cela, c'est une grande préoccupation, toujours entre envoyer des gens, le brain gain et brain drain. Donc il y a cette inquiétude. Alors, au lieu de passer au niveau international tout de suite, on pourrait parler de nationalisme d'entreprise, les entreprises japonaises se méfient, merci beaucoup. Excusez-moi. Donc, ce qui est important, c'est que, et nouveau au Japon, ça peut sembler bizarre, c'est que réellement, je crois, le monde universitaire et le monde des entreprises vont se parler, vont travailler ensemble, que des docteurs de l'université japonaise vont être employés par des entreprises, ce qui est quelque chose de nouveau, puisqu'on ne le voulait pas jusqu'à maintenant. On préfère prendre un petit jeune qui a 22 ans parce qu'on est capable de le former. Donc, il y a des choses qui vont se passer dans les années à venir, en espérant bien sûr que tout cela va permettre au Japon de survivre, et s'il n'est plus le 2e grand, d'être au moins le 3e grand pendant un temps.